de la liberté d'être vacciné ou non, avec un véritable consentement éclairé. Et on y reviendra sans doute, ce fameux décret qui a été publié par le gouvernement juste la veille de Noël, qui limite aussi l'expression des médecins. Donc c'est extrêmement préoccupant, puisqu'on sent à la fois qu'il y a une mise sous cloche de tous les citoyens, à la fois sur la liberté de circulation, la liberté d'accès aux soins, mais aussi la liberté d'expression. Et cela devient extrêmement préoccupant. Merci Martine. Nous vous annonçons la troisième mesure, qui est la création d'une cellule stratégie thérapeutique. Plusieurs cellules vont être annoncées. Il ne s'agit pas de faire des usines à gaz. Ce sont des cellules qui doivent travailler extrêmement rapidement pour faire des recommandations. Ça va être des questions de jours. On a déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. Et tout ceci sera collégial, bien entendu. Donc je passe en premier la parole à Éric Menat. Merci Colette. Alors, des propositions ou des recommandations de stratégie thérapeutique, ça commence par la prévention. Ça fait longtemps qu'on en parle. À l'ENSIB, avec le docteur Vincent Reliquet, qui est un des responsables de l'association, nous avons déjà publié un article dès mai 2020 pour rappeler la place, l'importance de la prévention, qui passerait avant tout par la vitamine D, qui a été également défendue par l'Académie de médecine, par le zinc, par la vitamine C et par d'autres approches complémentaires, en fonction du médecin que chaque patient aura la liberté de choisir et de consulter. Mais il est important que la population n'attende pas le vaccin qui arrive petit à petit et sur lequel nous reviendrons plus tard pour faire de la prévention. Nous savons que dans les EHPAD, il y a des carences en vitamine D, nous savons que beaucoup de Français sont carences en vitamine D, nous savons que le zinc est un antiviral qui permet de réduire les formes graves. Il est dommage, et nous regrettons depuis déjà des mois, qu'il n'y ait pas de recommandation officielle, ce qui permettra à tous les médecins peut-être de prescrire beaucoup plus ces produits de prévention. Donc ça fera partie des recommandations que notre conseil scientifique indépendant pourra faire ensuite au niveau national. Nous espérons être entendus parce que ce sont des mesures de bon sens, ce sont des mesures qui peuvent aider tout le monde sans aucun effet secondaire, en attendant peut-être d'autres approches et un vaccin peut-être suffisamment efficace. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Claude. Alors, et je dois rappeler que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt, parce que c'est la mode en ce moment. Oui, donc bonjour. Je n'ai effectivement aussi aucun conflit d'intérêt. Et ce que je tiens à vous dire, c'est la chose suivante. C'est que certaines personnes sont accusées du terme de complotisme parce qu'ils se fient sur des croyances sans avoir aucune preuve scientifique. Or, vous avez des indications, des recommandations médicales de la part du gouvernement qui a remplacé les médecins en disant il n'y a pas de traitement, les antibiotiques ne doivent pas être utilisés. Et si vous avez suivi les recommandations, c'est tester, isoler, tracer, mais ils ont oublié un mot important qui est le mot traiter. Or, par définition, un médecin traite tous ces patients qu'il doivent avoir. Et vous avez aujourd'hui un paradoxe extraordinaire, c'est que les personnes qui recommandaient de ne pas traiter et quand même traité de scandaleux les gens qui ont osé commencer à traiter ont eu la Légion d'honneur. Et inversement, les médecins qui ont traité se retrouvent devant des conseils de l'ordre, devant des tribunaux, soi-disant pour avoir traité des malades. C'est le monde à l'envers, comme dirait Bernard-Henri Lévy, ce virus rend vraiment fou. Or, toutes les publications actuelles du monde entier, que ce soit américaines, françaises, grecques, hindoues, constatent que la létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport au nombre de malades infectés, chute à peu près de 50% au minimum suivant les traitements adoptés dans toutes les publications en fonction du traitement ambulatoire précoce. Donc si vous voulez, il y aura des recommandations sur ce traitement ambulatoire précoce et on s'aperçoit aussi que tous les pays qui ont laissé leurs médecins prescrire ont des taux de mortalité quand même bien inférieurs aux nôtres par rapport aux millions d'habitants. C'est la différence dans la mortalité et la létalité.
Il y a plusieurs molécules efficaces, on ne va pas y revenir dessus. Vous avez les macrolides, azithromycine, azithromycine, bon, excusez-moi, les macrolides light aussi, les vermectines, et les immunomodulateurs comme l'hydroxychloroquine. Et le Conseil citoyen donc éditera 2 ou 3 préconisations pour que chaque médecin puisse adopter un traitement antibiotique, un traitement ambulatoire précoce. Et ces efficacités ont été prouvées, mais ont été prouvées par des médecins généralistes. Parce que qui pouvait, ou des médecins de ville, qui pouvait vraiment valider l'efficacité d'un traitement précoce? Il n'y avait que les médecins généralistes. Or, tous les médecins hospitaliers qui passaient à la télévision, c'était des médecins qui voyaient les malades trop tard. Non plus dans la phase virale, mais dans la phase inflammatoire, où là, le traitement ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez, on est dans une situation complètement paradoxale, c'est que les médecins qui sont ici sont inaudibles, ne sont pas convoqués, ne passent pas devant les médias. Et inversement, les seuls qui n'ont jamais vu un malade dans des situations précoces et qui traitent, se retrouvent devant tous les plateaux télé et donnent des leçons de morale à ceux qui traitent. Voilà, je m'excuse d'avoir été aussi long. Ça montre juste notre un peu énervement, oui. entre autres de la dernière communication que nous avons entendue jeudi, où de nouveau on donne la recommandation de ne pas consulter et donc de modifier complètement le circuit habituel de soins. Et notre message, en tout cas bien entendu, sera à tous les citoyens de faire pourtant comme d'habitude. Si vous avez le moindre symptôme, vous prenez votre téléphone ou vous vous présentez à la consultation de votre médecin traitant, parce que c'est fondamental d'être ausculté. Et nous, les médecins de première ligne, on a bien vu que les patients, souvent qui sont allés directement en réanimation, n'avaient même pas été auscultés. Donc si on ne pose pas un stéthoscope sur un poumon pour entendre que ce poumon ne respire pas bien, alors que justement le paradoxe c'est qu'il y a très peu d'autres signes d'alerte, eh bien si on n'ausculte pas les patients, effectivement on peut très vite finir en réanimation. Donc appel bien entendu, gardez vos habitudes, allez voir vos médecins traitants, c'est tout à fait fondamental, mais enfin on y reviendra. 4e point, et création d'une 2e cellule autour de, c'est ce qu'on appelle la cellule chiffre. Donc Gérard, la parole sur la cellule chiffre. J'ai horreur des chiffres. Donc, comme mes collègues, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt, de quelque nature que ce soit. Pour reprendre les propos de Martine Bonner sur l'état d'urgence sanitaire qui est établi dans notre pays, extrêmement liberticide pour les médecins et les citoyens, et donc les patients, repose en partie sur des données chiffrées. Alors, ces données chiffrées sont de 2 ordres. Le premier, c'est le nombre de cas dits positifs qui sont établis par des tests, dont chacun sait que la fiabilité est de temps en temps douteuse, et que ces nombres de cas positifs sont abusivement assimilés à des malades. Donc déjà, là, c'est une première distorsion. La deuxième chose, c'est le nombre de décès qui est déclaré en France. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 60 000 largement. On approche des 70 000. Or, dans ce nombre de décès, il y a 3 types de décès. Un, il y a les décès du Covid, il y a les décès avec Covid, et il y a les décès sans Covid. Parce que c'est quand même bizarre, il y a quand même des malades qui ont autre chose que le Covid et qui continuent de mourir dans nos hôpitaux, dans les services de réanimation. Donc, nous avons déjà fait une analyse sur ces données chiffrées. On les avait fait au 21 décembre. À l'époque, il y avait 53 000 morts déclarés. Je passe les unités, hein, c'est dommage pour eux. Mais bon. Et à l'époque, on était arrivé, on avait une fourchette de morts du Covid qui oscillait entre 20 000 et 29 000. Donc quand même très largement en dessous des 53 000. Donc un de nos objectifs, c'est d'essayer de faire une analyse avec des statisticiens, avec des gens complètement formés et compétents sur les données de l'INSEE, pas sur des données inventées, pour essayer de faire la lumière sur ces décès qui conditionnent en grande partie l'état d'urgence sanitaire dans lequel on vit. Création d'une 3e cellule, la cellule vaccin. Donc je repasse la parole à Eric.
plus que délicat. Je vais rappeler une fois encore que je n'ai strictement aucun lien d'intérêt ni aucun conflit d'intérêt, mais je veux rappeler aussi que je ne suis pas anti-vaccin, et encore moins anti-vax. La question ne se pose pas en ces termes. Je suis médecin, donc scientifique, nous sommes tous médecins ici, nous sommes tous scientifiques, et nous voulons que la science soit appliquée dans toutes ses caractéristiques. Donc la première chose par rapport à la vaccination, c'est évidemment que les études soient approfondies, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir si le vaccin sera réellement efficace sur les formes graves, sera réellement efficace sur la mortalité. Vous savez que le vaccin a été testé pour l'instant exclusivement chez des gens en bonne santé d'âge moyen de 50 ans. Or, pour l'instant, nous vaccinons des gens d'âge moyen de 80 ans en mauvaise santé. Donc, nous prenons un pari sur l'avenir, aujourd'hui, qui est que le vaccin, on espère, sera efficace chez ces gens-là et qu'il ne sera pas dangereux chez ces gens-là. Et j'espère qu'on aura raison, mais scientifiquement, nous ne le savons pas. Donc nous aimerions d'abord et avant tout que les contre-indications et les précautions d'emploi soient respectées vis-à-vis de ces vaccins, que ça ne soit pas une folie vaccinale dont le seul but pour beaucoup est de simplement sortir le plus vite possible du confinement. Nous avons vu avec l'Angleterre et Israël que les pays qui vaccinent le plus sont aussi ceux qui se reconfinent en ce moment. Donc ça doit nous poser des questions et on doit observer ces choses-là. Ensuite, on a des vaccins qui sont très difficiles à conserver. On ne sait pas aujourd'hui si une partie des vaccins qui sont injectés contiennent encore de l'ARN messager. Est-ce qu'ils seront efficaces ou pas? Et par rapport aux chiffres dont Gérard vient de parler, nous aimerions qu'il y ait un recueil, et nous voudrions y participer, qu'il y ait un recueil strict des chiffres autour de la vaccination, c'est-à-dire combien d'effets secondaires, combien éventuellement de morts, et surtout combien de personnes seront malades malgré la vaccination, parce que, évidemment, nous n'avons pas ces chiffres aujourd'hui, encore moins sur une population de personnes âgées. Mais vous avez entendu tous mes collègues, ils ont tous utilisé un mot, le mot liberté, ce merveilleux mot, le premier mot de notre belle devise, et on aimerait que ça ne soit pas juste un mot sur le fronton de nos mairies, on aimerait que ça soit une réalité. Il est essentiel que les gens aient la liberté de choisir, d'utiliser un médicament qui s'appelle un vaccin. Surtout, tant que ce médicament n'est pas suffisamment évalué, il est essentiel qu'on ait une liberté vaccinale absolue dans ce pays, comme on ait aussi la liberté de prescrire, qu'on ait la liberté de faire une prévention autre, complémentaire du vaccin. Et d'ailleurs, on peut penser que l'utilisation de la vitamine D pourrait même augmenter l'efficacité du vaccin si cela peut être prouvé par les études qui viendront. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette cellule vaccin qui sera menée et dirigée par Vincent Réliquet, membre de l'ENSID. Création de la cellule suivante que nous intitulons Information des populations. Claire. Comme je trouvais qu'on parle ici, donc je rappelle que je n'ai aucun conflit d'intérêt d'aucune sorte avec qui que ce soit. Il n'a échappé à personne que cette crise sanitaire est également une crise de la communication. On entend régulièrement les gens se plaindre qu'on entend tout et n'importe quoi, tout et son contraire à longueur de journée, et qu'on ne sait plus à quel sens vouer. On entend des scientifiques qui ont beaucoup de certitudes, des certitudes qui flirtent un peu avec les dogmes, et on entend aussi également beaucoup de doutes sur l'état de nos connaissances actuelles. Donc il est important d'avoir une action de communication. Et pour ça, donc, Réinfo Covid invite les médecins, les citoyens qui cherchent des informations sur cette crise sanitaire à les rejoindre sur réinfocovid.com. La mission de Réinfo Covid, c'est de mettre en place actuellement une coordination de médecins, tant au niveau national qu'au niveau régional, qui va coopérer avec des collectifs également citoyens, de non-soignants, aussi au niveau national et au niveau régional, pour y apporter des réinformations actualisées. Merci Claire. Je pense que c'est réinfocovid.fr. N'est-ce pas hein? Et il faut de l'ambition, vous pouvez booker le .com, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup.
Et effectivement, c'est très important. Et donc, en fait, tous les collectifs présents ici ont quelque part mandaté, missionné Réinfo Covid pour ces actions d'information de la population. On sera tous en coordination par rapport à ces informations. Mais comme ce groupe a déjà beaucoup avancé, nous allons capitaliser sur tout leur travail déjà, en fait, pour aller vite. Notre sujet suivant concerne les EHPAD, parce que bien entendu nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe dans les EHPAD. Je passe le sujet au sénateur Houpert, au docteur et sénateur Houpert. J'espère que tu ne vas pas donner la parole sur les EHPAD parce que je suis sénateur. Je suis toujours jeune et encore jeune. Voilà, je suis radiologue et les radiologues ont fait partie de la chaîne de diagnostic. Souvenez-vous, au début de cette pandémie, le diagnostic du scanner, les images interstitielles étaient vraiment très importantes et ont permis de trancher, de savoir si on avait le Covid ou on ne l'avait pas, parce qu'il n'y avait pas de test. Donc les radiologues ont été sur le front. J'ai beaucoup de collègues qui ont été atteints, qui ont choisi d'être traités et qui s'en sont sortis. Donc de là, chez moi naît le doute. Et nous sommes tous ici des médecins qui sortent de l'université. Et à l'université, ce qu'on apprend, c'est à douter. Et c'est important. Et vous voyez, tous les médecins qui sont ici, ce sont des médecins qui n'ont pas de prérogatives, qui ne sont pas là pour vous convaincre, pour imposer leur position. Nos propositions sont très modérées. Et je suis sénateur, donc je suis élu d'un territoire, et la France est une mosaïque qui est peuplée d'EHPAD. Et on évalue la qualité d'une société à la manière dont on traite nos aînés. Martine a parlé de la crise sociale, de la crise sanitaire, mais il va y avoir une crise sociale. Et les personnes âgées ont été vraiment en première ligne. Pourquoi? Parce que on n'a pas su quoi en faire. On n'avait pas les moyens de les traiter. Souvenez-vous, il y a eu un décret, et c'est la première fois qu'on voit ça depuis Hippocrate. Un gouvernement conseille aux médecins de prescrire des médicaments pour aller vers la sédation, le fameux Rivotril. Et ces personnes âgées ont souffert de l'isolement, ont été isolées. La semaine dernière, je lisais un livre d'Éric Orsena, son dernier livre. Il disait que la pire des choses qui puissent arriver dans l'histoire, c'est d'empêcher aux personnes âgées, en fin de vie, de voir leur famille et de dire au revoir. Ces patients ont été, parce que ce sont des patients, ont été dans l'isolement, dans leur chambre, sont morts sans dire au revoir. Et en tant que médecin, en tant qu'élu, en tant qu'homme, ça me choque. J'aimerais qu'on mette un peu plus d'humanité dans la gestion de cette crise sanitaire qui n'est qu'une gestion technocrate et administrative. J'aimerais qu'on nous donne des chiffres des morts en EHPAD, parce qu'il va falloir compter. Il va falloir, après la crise, savoir ce qui s'est passé. Mon voisin parlait de la vitamine D. 80% des personnes âgées sont déficientes en vitamine D. J'aimerais s'il y a une préconisation à faire, elle est simple, c'est donner de la vitamine D à ces personnes âgées. J'aimerais, on a parlé de la liberté de prescrire parce qu'il y a ce fameux décret dont tu as parlé, Martine, du ministre, interdisant le traitement. Donc j'aimerais qu'on donne la liberté de prescrire aux gériatres, aux médecins gériatres. Et les EHPAD sont vraiment sur le feu de l'actualité, sous les feux de l'actualité en ce moment par la vaccination, comme tu en parlais, Eric. Et les personnes âgées sont en première ligne puisque ce sont les premiers à être vaccinés.
on a parlé beaucoup du consentement éclairé. Et nous souhaitons que le consentement soit libre, éclairé et écrit. Écrit, c'est très important, parce que ça laisse des traces. Et après l'épidémie, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir pas que la justice nous explique, mais qu'on ne renouvelle pas les erreurs du passé. Et il va falloir aussi que ce contentement soit libre et éloigné de toute coercition. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui ne veut pas se faire vacciner puisse avoir accès à la cantine, au repas pris en commun, comme les autres pensionnaires. J'ai peur qu'on oblige les personnes âgées qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que leurs enfants ne veulent pas, parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce qu'ils ont peur. Je ne souhaite pas qu'ils soient isolés dans leur chambre et qu'on renouvelle ce qui s'est passé, l'erreur du passé de cette fameuse première vague. Merci. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors Alain, tu as beaucoup parlé aux jeunes qui étaient engagés, mais je peux vous certifier que c'est nous tous aussi, on adhère parfaitement à ce qu'ils viennent de dire, bien entendu. Le jeu n'est pas le moi. Le jeu n'est pas le moi. Donc effectivement, voilà, tous ces points sur les EHPAD sont très très importants. Je vais vous donner les deux derniers points sur lesquels nous souhaitons communiquer. Le Conseil de l'Ordre des médecins, puisque vous savez que déjà un certain nombre de médecins sont convoqués devant les conseils de l'Ordre de façon très inégalitaire, puisque à l'évidence des personnes pendant cette crise ont été non confraternelles et ne sont pas convoquées, et qu'un certain nombre de médecins qui ont été actifs sont convoqués, actifs auprès de leurs patients. Donc ceci nous interpelle beaucoup et nous voulons rappeler au Conseil de l'Ordre des médecins qu'il a quand même deux rôles majeurs normalement, la protection des patients et la protection du rôle des médecins dans le système de la santé. Hein, ce n'est pas la protection des médecins, mais la protection du rôle des médecins. Donc on aimerait bien leur rappeler ces deux missions et nous sommes extrêmement tous étonnés que le Conseil de l'Ordre, premièrement, bien entendu, n'ait pas, pendant cette crise, défendu la liberté de prescription et surtout soit resté totalement silencieux sur ce décret interdisant la parole des médecins qui est paru donc, le 23 décembre, si je ne m'abuse. Donc vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de mesures sont parues entre Noël et jour de l'an, enfin pendant les vacances. Et bien, nous attendons une réaction très ferme du Conseil de l'Ordre par rapport à cette parole libre que nous devons tous garder. Dernier point, les syndicats de médecins qui sont effectivement aussi censés, pour le coup, défendre les médecins et qui ne sont pas très actifs, hein, comme vous pouvez le constater, sur la défense justement de tous nos confrères et consoeurs de terrain en particulier, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour soigner. Et j'ai juste en tête, là, qui me vient à l'esprit, le livre du docteur Epstein qui disait que je ne pouvais pas les laisser mourir. Et effectivement, c'est toujours ça qui nous anime. Hein, c'est soigner, soutenir les patients au mieux, même avec peu de moyens. Et je rappelle qu'on nous a enlevé énormément de moyens, puisque non seulement nous n'avions pas de tests diagnostiques, mais on nous a aussi supprimé les thérapeutiques et pas mal d'autres de nos moyens. Donc nous appelons les syndicats à revenir sur leur mission première de défense des médecins. Donc voici les grandes lignes de ce que nous voulions vous dire et nous allons vous permettre bien entendu de nous poser des questions. C'est ce que nous allons appeler aujourd'hui l'appel du 9 janvier. Appel très important, appel à nos confrères et consoeurs dont beaucoup ont conscience
de ce qui se passe, mais n'osent pas parler parce qu'il y a des menaces de déconventionnement, comme vous avez pu apprendre aussi récemment entre Noël et Jour de l'An, par les autorités de santé. Il y a des menaces par les conseils de l'ordre de convocation et de radiation. Donc on a un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont là, qui sont proches, mais à qui on va demander d'être visible, hein, parce que c'est très important que la population sache qu'elle a encore une médecine en France et des médecins qui sont prêts à les soigner. On a d'ailleurs édité un manifeste qui s'appelle La 4e voie, qui rappelait la voie du soin, cette voie que voilà, Claude a rappelée très fortement et sur laquelle on insiste. Donc important que vous sachiez, les citoyens aussi, que vous avez encore des médecins qui ont le courage de soigner. Et appelle donc également à toute la chaîne des soignants, aux scientifiques, parce qu'aujourd'hui, comme le rappelait aussi Gérard, tout ce que nous construisons s'appuie sur des données scientifiques publiées à l'international dans l'ensemble. Et c'est important, bien sûr, de savoir que les publications sont en anglais, qu'il faut se donner le mal de les lire, prendre le temps de les lire. Et nous sommes tous extrêmement choqués que les conseillers santé des médias dans l'ensemble ne se donnent pas la peine de lire, alors que ça devrait être leur travail, ces publications, et qu'on ne fasse pas état de toutes les publications, en particulier sur les traitements en phase précoce, qui sont extrêmement nombreuses au niveau international. Et appel du 9 janvier, donc également vis-à-vis des citoyens, défendez votre médecine et réveillez-vous un petit peu, parce que, bien entendu, au niveau sanitaire, nous ne sommes pas du tout dans la catastrophe qui est visible, annoncée aujourd'hui. Non seulement on communiquera sur les chiffres, bien entendu, mais sans vouloir rassurer de façon excessive la population, on n'est pas excessif, on est juste lucide par rapport au taux de mortalité habituel, par rapport à des années où il y a eu des grippes extrêmement graves comme en 2017, des années où il y a eu la canicule, où il y a eu des pics de surmortalité ponctuels, mais au final, nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments qui justifient toutes ces contraintes liberticides et l'effondrement de notre société sur le plan social et économique. Et nous allons faire court, mais bien entendu, nous sommes extrêmement inquiets pour notre jeunesse, pour les entreprises, pour beaucoup de monde. Et il est donc temps d'agir et de réagir pour remettre le pays dans la vie. Voilà. Donc on vous remercie de votre attention déjà, et puis on est à votre disposition pour les questions les uns ou les autres. En quoi cet appel peut-il faire changer la donne vis-à-vis des 200 000 médecins généralistes qui restent silencieux? 100 000 généralistes et 100 000 spécialistes. Voilà. C'est 200 000 médecins libéraux. Vis-à-vis des 200 000 médecins libéraux, en quoi peuvent-ils se dire en disant bah oui, très bien, je les rejoins, et sortir surtout de leur silence? Je crois qu'il faut montrer des exemples. L'exemple du Dr Epstein, dans le Grand Est, à partir du moment où ce monsieur n'avait pas appliqué le traitement ambulatoire, il a eu 30 hospitalisés sur sa clientèle et 12 morts. Du jour où il a appliqué le traitement ambulatoire précoce, il n'a eu aucun décès et très peu d'hospitalisation. Donc nous demandons, il y a des courriers qui vont être faits à tous les médecins, au moins d'essayer le traitement ambulatoire précoce et de croire au fait qu'un médecin est fait pour soigner et non pas pour recommander aux médecins d'attendre du Doliprane et que les complications arrivent. Cet appel peut permettre l'ouverture de la parole d'un certain nombre de médecins qui ont leurs expériences, parce que c'est ça qu'on ne peut pas nous contester, notre expérience. Et d'ailleurs, nous sommes très vigilants à ne parler que de ce que nous connaissons. Voilà, donc appel effectivement à tous les médecins. Les alertes aussi de certains médecins qui sont aujourd'hui coordonnateurs en EHPAD, qui n'adhèrent pas du tout à la stratégie du gouvernement, qui devient réellement, en fait, qui impose une médecine complètement étatique et qui ne permet plus aux médecins de continuer à avoir ce lien très fort qu'on appelle le lien duel patient-malade,
patient-médecin, pardon, et cette liberté, en effet, de proposer aux patients des stratégies à la fois de prévention, d'accompagnement thérapeutique, et pourquoi pas de la vaccination, parce qu'un patient peut être libre d'avoir envie, bien sûr, d'avoir cette vaccination. Et j'en profite pour répéter aussi devant vous tous que je ne suis absolument pas anti-vaccin, que mes enfants et tout mon entourage et moi-même avons toujours eu tous les vaccins, mais par rapport à cette vaccination qui aujourd'hui est totalement atypique, qui comporte pour la première fois de l'ARN messager, vaccin qui a été élaboré de façon extrêmement rapide, vaccin pour lequel, à part la notice élaborée par les laboratoires, il n'y a absolument pas d'études ni de recul aujourd'hui suffisant. Et je ne citerai qu'un pays qui est très proche de ma terre, où je suis élue, puisque je suis élue dans l'Est de la France, je vais parler de la Suisse, où la Suisse aujourd'hui décide de surseoir à la vaccination et de se permettre ce temps de recul. Donc je crois que par rapport à cette médecine d'État, et on se questionnait d'ailleurs entre nous ce matin, presque on a évoqué l'exercice illégal de la médecine par l'État, parce que si nous sommes tous ici, nous avons été pendant de nombreuses années à l'université, et aujourd'hui, très clairement, c'est la haute administration des ministères et de toutes ces agences qui existent et qui accompagnent les décisions du gouvernement. Cette haute administration, aujourd'hui, dicte réellement aux médecins ce qu'ils ont à faire pour le bien des patients, ça, on n'en doute pas, mais cela nous questionne très fortement. Martine a parlé de médecine d'État. Moi, je parlerai de communication d'État ou de l'État. Pour l'État, la messe est dite. Il n'y a pas de salut en dehors de la vaccination. Souvenons-nous des recommandations de l'État. Les masques, au début, ça ne servait à rien. Et j'ai un confrère chirurgien en face de moi. Ça servait à quelque chose. Après, ça servait à quelque chose. Les tests, il n'y en avait pas besoin. Après les tests, toutes les polémiques, Donc, nous sommes j'ai l'impression que cette vaccination est un deus machina pour se sortir d'une impasse. Et nous sommes tous réunis, et les médecins de France sont tous réunis en communion d'intérêt, pas en conflit d'intérêt, mais en communion d'intérêt pour leurs patients. Et jusqu'à la fin de la pandémie, nous posons des questions. Et nous posons des questions. Primum non nocere. Primum non nocere. N'oublions pas. Pour compléter la réponse à votre question sur ces 100 000 médecins généralistes et libéraux, nous représentons ici plusieurs milliers de médecins. Plusieurs milliers de médecins ont signé le manifeste La Quatrième Voie. Ce sont tous des médecins qui ont eu envie de regarder la science et de soigner leurs patients. Mais 100% des personnes qui ont fait des études de médecine l'ont fait pour soigner leurs patients. Simplement, et c'est dommage probablement, beaucoup attendent des recommandations officielles, n'osent pas. Certains ont peur parce qu'il y a des pressions. Et ce qu'on espère, c'est que les recommandations changent, évidemment, que les recommandations officielles changent. Parce que nous avons beaucoup d'études qui nous montrent que nous sommes sur une voie de la vérité avec cette prévention. On a énormément d'études sur l'efficacité de la prévention, énormément d'études sur l'efficacité, que ce soit du protocole préconisé au départ par le professeur Raoult et aujourd'hui pour l'ivermectine. Et notre principal appel, il est envers nos confrères, c'est-à-dire ceux qui hésitent, ceux qui ont peur, qui ne sont pas sûrs. On leur montre par notre expérience que ça marche, c'est possible, on ne fait rien de mal, on ne fait rien d'illégal, on ne fait que ce pourquoi on a été formé, soigner nos patients. La pire des choses, c'est quand même de dire à quelqu'un, vous êtes malade, restez chez vous, n'allez pas voir votre médecin. S'il vous plaît, allez voir votre médecin, choisissez le médecin que vous voulez, suivez ses conseils, c'est votre médecin, et on espère que de plus en plus de médecins iront vers ces traitements et ces démarches préventives, sans attendre que le vaccin soit efficace.
Avez-vous il y a peut-être d'autres questions. Avez-vous un plan, une stratégie pour convaincre les médias, les grands médias, à commencer par l'AFP, de vous donner la parole et de faire que ce message soit rendu public, non pas seulement sur les réseaux sociaux, on est là pour les réseaux sociaux, mais comment faire pour intéresser les médias mainstream à ce que vous venez de dire, là, qui est très intéressant, notamment au niveau des chiffres, notamment à un bon nombre d'informations qui circulent et qui sont partiellement fausses. Alors, on va avoir une conférence de presse dans les jours à venir, hein, qui sera ouverte à tous médias. Donc déjà, ça sera beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous a un peu réservé la primeur, on va dire, de nos annonces. Pourquoi? C'est pas du favoritisme, mais c'est juste parce que vous avez dans l'ensemble ici porté toutes les voix. Et donc, vous nous avez aussi donné la parole. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a énormément de censure. Des sites sont éventuellement censurés, nos messages sont censurés, donc tous les gens qui censurent voilà, n'ont pas été invités aujourd'hui. Après, je pense que le travail des réseaux sociaux est extrêmement important. On a quelques peurs, bien sûr, parce que il est question que certains réseaux tombent en rade. Donc la communication est un très gros enjeu, bien entendu. Donc on a des idées, ne vous inquiétez pas. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, parce qu'il y a d'autres plans d'action qu'on a décidés, qu'on ne vous délivre pas aujourd'hui, parce qu'en fait, ils auront un impact, parce qu'on va les mettre en place directement. Et entre autres, bien entendu, ça va avoir pour objet cette circulation de l'information. Est-ce que les élus ont subi des pressions particulières par rapport à ces postures très, très critiques par rapport à la gestion sanitaire par le gouvernement? Les élus, en tout cas, je vais parler là en mon nom, en tant que parlementaire qui porte une voix différente au sein de l'Assemblée nationale, puisque depuis plusieurs mois, je porte cette voix, notamment du pilier du traitement précoce, raison pour laquelle je n'avais pas voté le plan de déconfinement, souvenez-vous, en avril, qui était porté encore par l'ancien Premier ministre, donc Édouard Philippe, puisqu'il n'y avait pas cette stratégie thérapeutique. Donc des pressions qui commencent par, en effet, l'exclusion des médias, ou la déformation des propos et la stigmatisation permanente, la catégorisation dans le fameux complotisme. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris un avocat pénaliste. Je poursuis différents médias mainstream qui n'ont pas du tout respecté ni ma parole et au contraire qui l'ont déformée. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça de pression directe, mais en tous les cas, c'est particulièrement désagréable puisque, je le répète, c'est avant tout notre rôle de parlementaire que d'évaluer en permanence et de contrôler l'action du gouvernement. Un député, c'est fait pour ça. C'est ma mission première. Et de voir à quel point il ne peut pas y avoir autre chose que cette pensée unique. Et aujourd'hui, on est en plein dans la stratégie vaccinale, qui est peut-être une bonne stratégie, mais qui nous permet à nous de questionner et de dire pourquoi précipiter les choses, pourquoi aller dans cette urgence. Et le contact sur nos territoires, parce que nous sommes très ancrés dans nos territoires, le contact direct, ce sont avec les citoyens, avec les petits entrepreneurs qui sont en train de tout perdre. On parlait, Violaine Guérin citait tout à l'heure la jeunesse. Aujourd'hui, pour protéger les seniors, les personnes âgées, et je suis la première à dire qu'il faut les protéger, que l'État doit les protéger et leur permettre un accès aux soins, mais à tous les soins. On sait que le Covid a tué essentiellement les personnes âgées, puisque la moyenne d'âge des personnes décédées, et on peut le regretter, mais cette moyenne d'âge est de 84 ans, donc on a perdu beaucoup de seniors, mais aujourd'hui, on n'évalue pas, on ne permet pas d'évaluer et de mettre dans la balance cette jeunesse que nous sommes complètement en train de sacrifier. La génération des 20-30 ans qui termine ses études, qui ne peut pas valider ce diplôme, qui ne peut pas faire de stage, qui ne peut pas entrer dans la vie active, c'est absolument catastrophique. Ça, c'est pour la jeunesse. La jeunesse, les étudiants,
à Strasbourg qui meurt de faim. On a mis en place un réseau de secours pour que plus de 1500 étudiants tous les jours puissent accéder à des repas. C'est du jamais vu. Mais les étudiants avaient l'habitude, pour certains, de faire des petits jobs pour pouvoir, j'allais dire, améliorer le quotidien. Ce n'est absolument pas possible. Comme serveur, les restaurants sont fermés. Là aussi, on sait, là, je parle de mon territoire, mais c'est partout comme ça en France. Rien qu'à Strasbourg, on sait que d'ici le mois de mars, plus de 150 restaurants vont mettre la clé sous la porte. C'est absolument dramatique. On pourrait parler aussi de la filière du monde culturel, des artistes du vivant, qui aujourd'hui, ça fait depuis quasiment un an qu'ils n'ont pas pu faire de représentation. Toutes les salles de théâtre, d'opéra, tous les musées, tout cela est fermé. Et ça renvoie quand même à la disproportion de ces décisions avec la mise en place de toutes ces mesures liberticides par rapport à cette crise sanitaire qu'on met en avant, mais dont on n'a jamais défini les contours. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a évalué ou proposé une évaluation sanitaire, économique et sociale. Et je pense que ça serait intéressant en 2021 de donner la possibilité, peut-être même aller vers un référendum citoyen pour dire, mais est-ce qu'on veut continuer à fonctionner comme ça? Parce il y a urgence à revivre réellement comme avant. Est-ce que, juste pour terminer, avant de passer à M. Houpert, vos collègues partagent votre point de vue et vous apportent leur soutien ou pas? Alors, dans mon nouveau groupe, puisque j'ai été exclu de la majorité et que j'ai quitté le parti présidentiel, j'ai rejoint un nouveau groupe qui s'appelle Liberté et Territoire. Nous sommes, alors on n'est pas forcément tous du même avis, mais en tout cas, l'approche et le constat de ce qui se passe sur les territoires, avec cette urgence de sauver l'économie et cette urgence sociale, et encore une fois, je les éclaire souvent de mon expérience de psychiatre. Aujourd'hui, en France, on a triplé le nombre de suicides par jour en un an. C'est absolument catastrophique, y compris le suicide des personnes âgées. Et mon collègue Alain Houpert parlait tout à l'heure de l'isolement des personnes âgées, c'est important, mais le suicide aussi de tous ces entrepreneurs qui n'ont plus rien et qui vont être complètement mis à mal, même si, et il faut le dire, le gouvernement français a particulièrement bien accompagné les entreprises. On a eu et on a entendu une petite musique qui nous laissait croire que la France était champion pour accompagner les entreprises. On sait depuis 48 heures, parce que ça a été repris sur les médias officiels, que la France arrive seulement en 5e position. Donc d'autres pays ont fait beaucoup mieux que nous pour accompagner les entreprises et pour éviter toutes ces faillites. Il y a le plan de relance de 100 milliards, mais qui a été d'ailleurs rallongé, ça ne suffira pas. Il y a les prêts garantis par l'État, mais il y a un moment, sans chiffre d'affaires, les entreprises, les entrepreneurs ne pourront pas rembourser ces prêts. Donc il y a une fuite en avant qui aujourd'hui, il est plus qu'urgent de l'arrêter. Est-ce que selon vous, il pourrait y avoir des moyens légaux à activer assez vite pour enfermer tous ces fous-là? Oui, le traitement précoce. Je m'excuse de prendre la parole, mais justement, je rebondis sur ce que disait Martine. Il s'avère qu'avec le traitement précoce, on retombe le taux de mortalité au niveau d'une grippe, à 0,2% de létalité. Donc, si vous voulez, c'est exactement le niveau d'une grippe. Et quand il y a une grippe, on ne ferme pas toute l'activité économique, on ne réduit pas tous ces gens dans les difficultés dans lesquelles ils sont. Sans parler en plus d'une autre conséquence chronique du non-traitement, c'est l'évolution vers les Covid longs. Vous savez que le fait de ne pas être traité dès le début favorise aussi ces formes chroniques qui sont très difficiles et qui sont très douloureuses vis-à-vis des gens qui les subissent. Donc c'est pour ça le traitement ambulatoire précoce ramène le taux de mortalité à celui d'une grippe et on ne ferme pas un pays avec une grippe. J'ai juste une réponse. Il ne faut pas oublier que toutes ces mesures qui sont prises le sont par des hauts fonctionnaires qui, quelles que soient les mesures qu'ils prennent, conservent leur salaire. Si on les impliquait un petit peu plus et on leur demandait de donner X mois de leur salaire à chaque fois qu'ils grèvent l'économie, peut-être qu'ils feraient un peu moins de conneries. Je sens
que ça dérive un peu, je voudrais revenir à la question qui nous a été posée sur la pression des sur Vous pouvez les monter un élus. peu votre voix, parce qu'on vous entend très La bien. pression sur les Oui. élus. Martine est à l'Assemblée, moi je suis au Sénat, il y a quelque chose qui nous rapproche. Une nappe phréatique, c'est la Lorraine. Nous sommes tous les deux d'origine lorrain, et un lorrain s'est têtu. Ça ne lâche pas. Et hier, c'était le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Et François Mitterrand, en avril 81, il a gagné par une phrase qu'il a reprise à Machiavel, en accusant la droite, il ne règne que par la peur qu'il répande dans l'opinion publique. La peur. La peur est une très mauvaise arme. Et Violaine le sait très bien, puisqu'elle est professeure d'escrime. La peur, on ne gagne pas. Parce que la bonne feinte, c'est l'attaque. C'est une victoire, on ne gagne jamais par la peur. Et le gouvernement, actuellement, l'autorité administrative, est en train d'instiller la peur chez les citoyens pour maîtriser les âmes des citoyens. C'est ce que disait Machiavel. Ce n'est pas une bonne logique. Donc, comme au temps des chevaliers, il faudrait revenir à l'épée? Au sabre. Moi, Au je sabre, travaille ah au sabre. C'est l'arme d'attaque. Moi, je sabre, je suis La le question sabre. alors qui t'était posée, peut-être que tu votes en touche, Laquelle? qui était direct sur Est-ce toi, que sur toi. vous subissez des pressions particulières par rapport à votre position? Celle-là. Vous Ou t'as savez pas envie que d'en je parler? suis un serial Twitter, ceux qui me suivent. Je ne suis jamais dans la polémique, je fais beaucoup de tweets avec de l'humour. Je pense que l'humour, c'est une belle arme. Et j'ai fait un tweet sur la manière dont M. Véran se comportait vis-à-vis des personnes âgées. Donc, il a fait un retweet et le Conseil de l'Ordre a fait un tweet quelques heures après. Je me pose quelques questions sur les pressions qu'on peut exercer. Dans tous les cas, j'ai ma parole de citoyen, j'ai ma parole de médecin, mais j'ai ma parole publique. Elle ne changera pas. Personne ne pourra me contraindre, me bâillonner. Il y a des procédures bâillons. Ben, ça n'existe pas vis-à-vis des parlementaires. Donc, nous sommes peu, justement, à être contre la doxa, mais je pense que la vérité va venir de la base. Les Français, comme tu l'as dit, Martine, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent mais. Nous sommes, nous parlementaires, des relais du territoire et nous entendons des drames. Nous entendons des étudiants, avocats qui vont abandonner leurs études parce que leurs parents qui sont restaurateurs font faillite et ne peuvent plus payer leurs études parce que les études gratuites en France, c'est quand même une utopie. Hein. Les études, ça coûte cher, il faut avoir les moyens de le faire, donc c'est un drame. Les restaurateurs, vous voyez, les restaurateurs, c'est un drame parce qu'il y a les impôts, il y a les prêts consentis par l'État, d'accord, qu'il faudra rembourser. Les reports de charges qu'il faudra rembourser. Mais les restaurateurs, s'il y a un turnover important chez les restaurateurs, ce sont souvent des jeunes restaurateurs qui ne sont pas propriétaires de leur mur, qui doivent payer leur loyer. Et l'été prochain, si on rouvre les restaurants, j'aimerais qu'on mette dans les chiffres les restaurants qui vont rouvrir. Il n'y en aura pas beaucoup. Et comme le disait Martine, il y a beaucoup d'étudiants qui font des petits métiers, qui travaillent chez des restaurateurs, et ça n'existe pas. Et ça, c'est un drame. Et la crise sanitaire, et maintenant on va être dans une crise sociale, qui est importante, et je pense que les gens ne seront pas mouais, et les gens ne seront pas bâillonnés. Et pour peut-être refaire le lien avec ce qui nous unit tous ici, puisque nous sommes tous médecins, c'est que aujourd'hui, la stratégie rapide, trop rapide de l'exécutif par rapport à la vaccination serait justement pour qu'on puisse tout réouvrir, pour que les entreprises puissent à nouveau fonctionner, pour qu'on puisse circuler, pour qu'on puisse avoir de nouveau un lien social normal. Or, pendant qu'on nous dit
il faut aller se faire vacciner, et cette stratégie pour la population, on commence par des personnes âgées, mais tout cela est en différentes phases, et d'ici l'été prochain, on va ouvrir et proposer la vaccination à chaque citoyen français. En même temps, on ne nous garantit, et on n'a pas les moyens, puisqu'il n'y a aucun recul, sur l'efficacité de cette vaccination. Les différentes personnes qui interviennent aujourd'hui sur les plateaux télé nous expliquent très clairement que cette vaccination ne limitera en rien d'être contaminé, ne limitera en rien de pouvoir diffuser néanmoins l'infection. Donc on sait très bien qu'à la fois il y a cette vaccination, mais que la reprise économique qui devrait être le pendant de cette vaccination n'est absolument pas garantie. Donc je crois qu'il faut absolument laisser faire ceux qui savent, c'est-à-dire les médecins de première ligne, accompagner au mieux des personnes cliniquement malades, j'insiste sur la clinique, parce qu'on n'est pas là ici pour accompagner simplement des cas positifs, c'est-à-dire des tests. Or, toute l'administration, malheureusement, nous sommes un pays déconcentré et pas décentralisé. Toutes les agences régionales de santé et les préfets qui coordonnent aujourd'hui les différentes stratégies sur les territoires, en fait, n'ont, j'allais dire, à l'idée que l'accompagnement, malheureusement, administratif et pas le laisser-faire des médecins de première ligne. On comptabilise des cas, on prend des décisions terribles, liberticides, par rapport à des tests réalisés. Je ne reviendrai pas d'ailleurs sur la fiabilité de ces tests, mais en tous les cas, pas sur de la clinique, parce qu'on ne compte pas réellement des patients. Et je donnerai un exemple. L'Alsace repasse demain soir à un couvre-feu à 18h, alors que les capacités d'hospitalisation classiques et en réanimation sont tout à fait stabilisées depuis plusieurs semaines et qu'il n'y a absolument pas, j'allais dire, une explosion des personnes qui seraient en urgence, qu'il faudrait hospitaliser, etc. Absolument pas. Par contre, il y a en effet le fameux 200 tests positifs sur 100 000 qui est atteint. Donc, on fait un couvre-feu à 18h. Ce qui est complètement aberrant, sortant de cette médecine d'État. Il existe pour nous, c'est vrai, les médecins, on parle de malades. Hein. Et là, il y a toute une déviation du diagnostic. Donc, dans la cellule chiffre, bien entendu, on va parler de malades et pas de cas. Alors, c'est vrai qu'en médecine, dans le passé, on parlait de cas. J'ai eu 4 cas de tuberculose dans mon cabinet dans l'année, par exemple. Mais pour nous, c'était des malades, bien entendu. Hein. Donc, c'est très important d'employer les bonnes terminologies. Et puis, je vous rappelle aussi, surtout, que ce qui a drivé la politique sanitaire au début de cette crise, c'était le nombre de décès et pas le nombre de cas. Et comme on ne testait pas, bien entendu, on aurait été dans des nombres de cas tels qu'on les décrit aujourd'hui, complètement décuplés. Voilà. La seule grande instance qui s'est préoccupée du nombre de morts liés à l'économique, c'est Interpol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne faudrait pas agir à un niveau un peu plus haut ? Nous, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on parle dans nos domaines de compétences. Oui. Et on veut, même si les uns et les autres, on se documente par-ci, par-là, on regarde beaucoup à l'international ce qui se passe, mais au niveau médical. Donc, on ne va pas intervenir ni commenter sur nos domaines qui ne sont pas nos domaines de compétences. Voilà. Mais votre question est tout à fait légitime, mais on peut vous indiquer des policiers ou des gendarmes qui peuvent répondre peut-être à votre question. Mais c'est très important. On veut rester sur notre expertise et notre expérience de terrain. Et pourquoi finalement on est tous extrêmement mobilisés ? C'est parce qu'on a pris en charge des patients, tous. Martine a pris en charge des patients au niveau psychiatrique, des patients au niveau de médecine générale. Moi, en tant qu'endocrinologue et gynécologue, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris en charge des femmes enceintes pendant la crise parce qu'elles ne voulaient pas aller à l'hôpital.
Et puis, je rappelle quand même aussi la raison de la création du collectif Laissons les médecins prescrire, c'est que nous avions beaucoup de médecins généralistes qui étaient malades et qui étaient prêts à s'inclure dans une étude prospective pour tester le traitement préconisé par le professeur Raoult, que Sanofi nous fournissait les médicaments gratuitement et que nous n'avons jamais eu l'autorisation de débuter cette étude. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi de garder en tête. Voilà, on vous parle de nos expériences et c'est vrai qu'on est touché par, par les patients et par nos expériences. Vous êtes deux, allez-y. Bon, ben allez-y. Alors, je reviens un petit peu justement au niveau médical, dans cette stratégie thérapeutique que vous avez présentée comme précoce, préventive. Quelle place pour les médecines dites naturelles, alternatives? J'ai en tête notamment des choses au niveau des huiles essentielles, voilà, qu'on me dit très efficaces. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez aussi de ce point de vue-là? Nous Ou est-ce que vous êtes ouvert? Nous avons des pratiques tous différentes, avec éventuellement des approches holistiques. En revanche, ce qui nous fédère ici, ce sont toutes les pratiques documentées. Parce qu'on est obligé, vu la crise telle qu'elle est, de vraiment soutenir tous nos discours et nos expériences avec des études cliniques. Et même si vous avez entendu beaucoup de communication, cette étude n'est pas valable, etc., c'est pas tout à fait justifié tout ce qui est dit, en tout cas en France, dans les médias. Et on vous encourage à regarder les études publiées à l'international. Donc, à notre connaissance, on n'a pas d'études sur les huiles essentielles ou sur d'autres approches plus holistiques, on va dire. Après, si elles apparaissent, on les lira avec intérêt. Mais voilà, aujourd'hui, les études, beaucoup sortent, surtout sur la molécule de l'ivermectine actuellement, parce que dans différents pays, ce sont des approches. Voilà. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a des pays qui ont beaucoup utilisé, comme Madagascar, l'artémisia par exemple. Mais là, il y a quelques écrits, mais pas les études sur lesquelles nous, on va s'appuyer par rapport à l'azithromycine, par rapport à l'ivermectine, par rapport aux anticoagulants, etc. Voilà. Est-ce que selon vous, il faudrait faire de la prévention? Ah, pardon, désolé. Allez-y. Là, c'était des questions en plus qui allaient dans le sens de ce qui avait été. D'abord pour les parlementaires, enfin pour la personne qui reste, pour Martine Vonner. Vous avez parlé. Le sénateur avait son train. Voilà. Vous avez. Et Martine a bientôt le sien aussi d'ailleurs. Vous avez évoqué le référendum citoyen, cette initiative. Alors c'est une question qui s'adresse à la fois aux parlementaires, mais peut-être éventuellement aux collectifs de citoyens qui vont se créer Info Covid. Est-ce que vous envisagez, on sait que c'est très compliqué, on l'a vu sur l'aéroport de Paris, mais néanmoins, sur la loi d'urgence sanitaire, envisagez-vous d'essayer de la contester par l'initiative populaire? Alors, pour le moment, j'ai été au-delà d'envisager quoi que ce soit, puisque j'ai déjà fait une action qui est de déposer une proposition de résolution pour supprimer, pour abolir cet état d'urgence sanitaire, qui, encore une fois, est totalement inutile, puisque dans le Code de santé publique, nous avions, le gouvernement avait tous les outils, la loi existe, c'est-à-dire qu'on rajoute en permanence des couches supplémentaires à des lois, et en France on en a trop, et on avait tout ce qu'il fallait pour gérer cette crise sanitaire. Donc clairement, l'état d'urgence sanitaire dont je demande l'abrogation, donc actuellement j'ai proposé à tous les parlementaires à l'Assemblée nationale de co-signer ma proposition de résolution, et là j'ai pas mal de retours déjà, donc j'ai bon espoir. Concernant le référendum, c'était un peu sous forme de question. Je me disais, est-ce que cette année, il ne faudrait pas, puisqu'on entend tout à l'heure, on rappelait les difficultés de fonctionnement des restaurateurs, mais toutes les petites entreprises aujourd'hui sont en très grande difficulté, plus encore une fois les étudiants, plus le monde du spectacle, etc. Je pense que là, ces citoyens, dans une démocratie, à un moment aussi important que celui que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire est-ce que l'année 2021 va être aussi surréaliste que l'année 2020, il me semble que là, il serait tout à fait intéressant de pouvoir donner la possibilité à chacune et chacun de s'exprimer
par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en France. On peut rappeler que tous les parlementaires, vous avez des permanences parlementaires sur le terrain. Bien sûr. Et que donc tous vos citoyens peuvent venir vous voir aussi. Sauf que la démocratie, elle aussi, est particulièrement bâillonnée depuis l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'il est extrêmement compliqué, moi ce que je faisais très régulièrement, c'est des réunions publiques pour rendre compte sur mon territoire, dans toute ma circonscription, de mon travail parlementaire. Aujourd'hui, ces réunions publiques sont tout à fait impossibles. Donc je fais des réunions très fréquentes avec les élus locaux, mais par réunion téléphonique ou par visio. C'est très compliqué de pouvoir... J'ai toujours des rendez-vous dans ma permanence. Alors là, c'est du 1 pour 1. Hein. Il y a des citoyens qui viennent me voir, on prend rendez-vous, on garde bien sûr on prend la précaution des mesures barrières, etc. Mais faire vivre aujourd'hui la démocratie en France, ça devient extrêmement compliqué. Et cet état d'urgence sanitaire impose aussi, et le gouvernement a déjà pris cette décision, que de repousser les futures échéances électorales, régionales, départementales. Quid de la future échéance présidentielle, puisque si les mesures transitoires durent jusqu'à la fin de cette année 2021, ça va être extrêmement compliqué de mettre en place de façon, j'allais dire, normale, classique, respectueuse de nos institutions et de la République, des présidentielles, ou en tout cas des élections présidentielles. Une campagne présidentielle classique va être particulièrement compliquée. Oui, par rapport aux 2 vaccins qui sont en cours de déploiement aujourd'hui, qui sont des vaccins ARN, c'est-à-dire donc des vaccins génétiquement modifiés au niveau de leur inoculation, il y a des points de vigilance qui avaient été soulignés dans le second semestre 2020, qui était par exemple la question des anticorps facilitants. Sur ces 2 vaccins-là qui commencent à être injectés en France et qui sont injectés depuis plusieurs semaines maintenant en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ce qui ressort, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par exemple, ça n'empêche pas d'être infecté, ça n'empêche pas d'être contagieux, ça empêcherait de développer des formes graves. Donc parmi les scénarios à suivre, notamment au niveau des chiffres, il y a une probabilité forte, on a un cas de figure qui peut émerger, c'est d'avoir des personnes vaccinées, mais des tests Covid positifs, des tests PCR positifs, puisque les personnes pourront être infectées avec une charge virale conséquente, mais pas forcément malades. Donc est-ce que ça fait partie des scénarios qu'au niveau de l'équipe de recherche et au niveau de l'équipe de suivi sur les chiffres, ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez avoir des exigences en termes de suivi, de reporting de chiffres? La réponse est oui, bien sûr. Oui, on en a parlé tout à l'heure en réunion, c'est notamment le mécanisme des ADE, et qui, effectivement, une vaccination de masse sur des gens qui peuvent développer de façon asymptomatique soit un Covid, et c'était le même cas pour la vaccination de la grippe, sans aucune précaution. Donc tout ça sera mentionné dans les recommandations des vaccinations. Est-ce que vous êtes en rapport avec les collectifs étrangers? Oui, nous avec les Américains, avec Peter McCullough, tout le groupe américain qui travaille. Il co-préside d'ailleurs notre groupe Asipro d'hospitalisation avec un professeur sénégalais et le professeur Montagnier avec qui j'avais collaboré à l'époque, notamment dans les cofacteurs de ces infections virales. Alors oui, depuis le départ, pour laissons les médecins prescrire, puisque nous avons eu la chance en fait d'avoir des médecins étrangers qui ont rejoint le collectif directement. Et en particulier aujourd'hui, voilà, sur tous les médecins qui étaient là, je salue la présence d'une médecin espagnole en particulier qui est venue et qui tout au long de presque l'année qui s'est écoulée, hein, parce qu'on est presque à 1 an, eh bien, ça nous a été extrêmement utile d'avoir des remontées d'informations de tous les pays. Et c'est justement ça, en fait, qui nous a permis de nous poser plein de questions, en voyant comment on réagissait selon les pays. Parce que tous les pays n'ont pas réagi de la même manière. Et en Espagne, les choses, selon les territoires, étaient extrêmement inquiétantes. Voilà, donc ça a nourri beaucoup nos réflexions et notre travail, à la fois notre travail thérapeutique et puis d'autres réflexions. Et on est toujours en contact. Voilà. Je vais revenir juste une chose sur l'origine du virus. De plus en plus de revues scientifiques, les CNRS notamment, commencent à se poser des questions.
Si demain on a la preuve scientifique indiscutable que le virus a bien été manipulé en laboratoire, quel que soit le laboratoire, que ce soit le laboratoire de Wuhan ou de Pasteur, comme le dit le professeur Sourtillan, en quoi cette découverte ou cette annonce peut-elle modifier la donne? Alors, c'est un sujet qu'on a beaucoup, on va dire, balayé aujourd'hui, pour dire que nous n'avons pas, le savoir-faire au sein de nos groupes pour traiter ce sujet. Et que nous restons sur l'approche thérapeutique, etc. Après, nous avons la chance d'avoir, entre autres, plusieurs prix Nobel français, qui sont des professionnels sur le sujet. Et la dernière en date, donc Emmanuel Charpentier, qui est à l'Institut allemand actuellement. Moi, je vous encourage à la contacter. Si on a cette preuve... Premier point. Oui, mais nous, on va pas commenter, on n'est pas professionnels sur ce... Voilà. Ce qu'on vous dit, alors bien entendu, on lit les articles, bien entendu, on se questionne, on a bien entendu aussi M. Montagnier, les réponses qui lui ont été faites, on lit la presse internationale, donc on a lu les publications chinoises, on a lu des publications, des communications japonaises, on a lu beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pas notre domaine d'expertise, donc on va plutôt attendre les conclusions des experts sur le sujet. Mais de toute façon, pour nous, ça ne changera pas grand-chose. En ce sens que nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des citoyens et des malades. Donc, ce qui est important, c'est de trouver les stratégies thérapeutiques et de soigner les gens. Et voilà, c'est vraiment ça qui nous anime. Est-ce que je peux vous poser une question sur les collectifs étrangers? Donc, il y a 150 médecins en Italie qui ont attaqué le tribunal administratif pour obtenir une décision au niveau du Conseil d'État sur l'hydroxychloroquine. Donc il y a beaucoup de collectifs. Est-ce qu'il y a vous envisagez de faire une action identique parce qu'ici c'est quand même différent de ce qui a été fait auparavant, puisque cette décision, elle est venue du Conseil d'État et elle a inclus l'AIFA, donc l'Agence nationale du médicament italien. Donc pour une fois, on a donné la voix aux médecins et le Conseil d'État a entendu les médecins. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ce collectif pour prendre un peu leur expérience? Et la deuxième question, c'est en Italie encore, il y a le tribunal administratif qui a jugé illégal et illégitime les mesures de distanciation sociale et de confinement. Est-ce que vous vous êtes aussi rapproché des médecins et des personnes qui sont derrière ça, puisque c'est, à mon avis, quelque chose d'important? C'est une première en Europe, on va dire. Alors, on est informé, on est en contact avec tout le monde, bien entendu, mais vous savez ici que tous les recours auprès du Conseil d'État, quels qu'ils soient, sur quelques sujets qu'il y a eu, ont tous été négatifs. Donc, il y a un problème on va dire, peut-être d'objectivité réelle. Donc, ça ne nous paraît pas une voie... beaucoup de gens se sont, on va dire, cassés le nez sur tous les recours. Nous travaillons plutôt à des recours devant la Cour européenne de justice. Et on est un peu déçus, nous les médecins, du manque peut-être d'implication ou de montée en charge des juristes en France voilà, il faut absolument qu'ils fassent comme nous les juristes. C'est-à-dire qu'ils fassent une alliance et qu'ils bossent activement. Voilà. Alors on espère que ça commence. Je vais peut-être juste compléter, je vais compléter sur l'hydroxychloroquine, parce que l'hydroxychloroquine, et notamment son utilisation en phase précoce, avait été interdite par les fameux décrets des 25 et 26 mars 2020. Et on ne pouvait l'utiliser, enfin les médecins ne pouvaient l'utiliser qu'à l'hôpital et quand c'était déjà parfaitement ou quasiment inutile. Ces deux décrets sont tombés avec la fin de l'état d'urgence. Alors c'est des techniques, on va dire, légistiques, mais la fin de l'état d'urgence avait été votée et il y a eu un projet de loi de prolongation de l'état d'urgence. Mais dans ce cadre-là,
ces 2 décrets qui interdisaient l'hydroxychloroquine sont tombés. Donc aujourd'hui, la prescription de l'hydroxychloroquine, parce que c'était la molécule citée, est à nouveau possible en France selon, j'allais dire, les modalités habituelles, donc les dermatologues, dans des prescriptions, alors moi je suis psychiatre, mais vous savez ça bien moi, en rhumatologie, voilà. Et donc, alors ce qui peut arriver parfois, c'est que certains pharmaciens aient quelques difficultés à délivrer la molécule, mais globalement on est sorti de cette interdiction. Quant aux mesures, en tout cas judiciaires, ou en tout cas certaines démarches, oui, il y a un collectif en France qui est parfaitement coordonné avec d'autres collectifs à l'étranger, et je pense notamment à Réaction 19, qui a été créé et qui est présidé par Maître Carlo Alberto Brusa, et qui a engagé plusieurs procédures, notamment vis-à-vis des masques, avec beaucoup de citoyens qui se sont portés partie civile, plus de 10 000 personnes qui se sont portées partie civile, et également là une procédure par rapport au vaccin, au vaccin qu'il dénomme thérapie génique. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont en cours. Il y a d'autres avocats également, mais je pense que la remarque de ma consoeur Violaine Guérin est tout à fait intéressante parce que les avocats n'ont pas forcément cette culture du travailler ensemble. Mais je crois que c'est en train de venir parce que j'ai l'impression que, il y a urgence, mais qu'à plusieurs, on est plus fort. Juste une toute petite question. Tout ça va être rendu public, donc toutes vos initiatives. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous espérez une réaction, et si oui, quelle réaction de la part de l'exécutif? Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de traitement. Déjà qu'ils arrêtent de dire qu'il n'y a pas de traitement. Ce serait déjà une première nouveauté et que l'on attend, et de respecter les médecins qui prescrivent en fonction des lectures de toutes les publications internationales. Donc, et en plus, je rebondis sur ce que disait Martine tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur la population de gens qui souffrent pour nous aider. Il n'y a pas que les médecins, il y a les malades aussi, mais il y a aussi des gens qui économiquement souffrent et qui attendent aussi une ouverture. Et ce traitement ambulatoire précoce et l'ouverture, justement, à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de pouvoir retrouver une vie normale. Comme je le disais tout à l'heure, dans une grippe, on n'arrête pas tout. Et encore, il faut bien informer les choses. C'est que la létalité qui est calculée à l'échelon national est calculée en fonction de tous les positifs testés, c'est-à-dire avec les asymptomatiques. Elle est à 2,5%, c'est la source Santé France. Donc, si on ne comptait que les patients positifs, elle serait bien supérieure, cette létalité. Et ces patients positifs, s'ils sont calculés sur le taux des médecins qui ont testé avec le traitement ambulatoire précoce, ce sont des patients qui sont symptomatiques. Et donc, si vous voulez, on s'éloigne encore plus du taux national quand on calcule ça, pour rejoindre un peu c'est complémentaire à ce que disait tout à l'heure Gérard, sur le nombre réel de morts du Covid. Donc, il y a des rectificatifs à faire pour éviter de faire peur aux gens et pour éviter de reconnaître ce traitement ambulatoire précoce. Traitement et prévention. Et prévention. Justement, la prévention, Alors, je veux juste faire un commentaire, parce que ça me donne l'occasion de préciser. Vous savez que les chiffres de pathologies infectieuses, on vous les donne normalement année par année. Et on ne cumule pas, on ne va pas vous dire, il y a eu 1 million de cas de grippe depuis que la grippe est apparue sur la planète. Donc là, il faut arrêter de cumuler. Normalement, on recompte à peu près à partir de la semaine 42 les infections virales. Hein. Donc faire peur aux gens en disant il y a 60 000 cas, il y a 100 000 cas, 200 000 cas, c'est très important de recompter, de recompter à partir de la semaine 42. Hein. Très important de garder ça en tête. Justement, pour la prévention, est-ce que vous jugez important de sensibiliser les Français à la prévention et au renforcement du système immunitaire, et comment ? Écoutez, c'est extrêmement simple et moi je me suis en plus mouillée dès le 15 mars puisque j'ai écrit un courrier au président de la République. Donc en tant qu'endocrinologue, je connais l'importance de la vitamine D à la fois au niveau osseux mais aussi sur le système immunitaire. En plus, je suis un tout petit peu immunologiste sur les bords.
Donc j'ai fait un courrier au président en disant, donc c'était 15 mars, hein, en disant, ça coûte 2,10 € de donner une ampoule de vitamine D à chaque Français, passer le message aux médecins généralistes, à tout le monde, de recharger les stocks de vitamine D de tout le monde. Bon, vous savez, donc je n'ai pas eu de réponse, et vous savez, enfin j'en ai eu une 3 mois après, mais vous savez ensuite que l'Académie de médecine a fait des recommandations sur le sujet, et que le 22 avril, et que l'on voit toutes les publications qui sortent à l'heure actuelle, qui montrent que les gens qui ont fait des Covid graves, dans l'ensemble avaient des taux de vitamine D quand ça a été mesuré qui étaient très bas, et il y a énormément de publications internationales à l'heure actuelle sur le sujet, sur Covid et vitamine D, dont on ne vous parle absolument pas. Donc, c'est très... Oui. Donc, il y a effectivement également le zinc, comme font remarquer mes confrères, et d'ailleurs qui avait été communiqué par les médecins lorrains qui essayaient de trouver des clés de traitement dès le mois de mars 2020. Donc, aujourd'hui, déjà, des recommandations extrêmement simples de bonne hygiène de vie, de recharger les stocks de vitamine D tout de suite, c'est pour tout le monde, c'est valable. D'ailleurs, c'est valable en fait tout simplement à l'entrée de tous les hivers. C'est voilà. Chose que les médecins de ville font déjà. Beaucoup de médecins le font. Et parenthèse aussi, j'avais alerté sur le fait que les femmes dans l'ensemble, nous sommes un peu plus substituées en vitamine D par nos gynécologues, alors pas toutes les femmes, mais que ça pouvait peut-être interpeller que les messieurs faisaient des Covid plus graves. Est-ce que c'est en lien... voilà, c'est aussi des pistes de réflexion et de travail qu'on aurait dû mettre en place. Et je voulais juste, alors, pardon, je donne la parole à dire que nous sommes une dizaine de parlementaires, notamment de mon groupe Liberté et Territoire, à avoir fait un énième courrier au ministre de la Santé, avec copie à la Direction Générale de la Santé, pour demander que cette prévention par la vitamine D soit notamment déployée de façon presque systématique en EHPAD pour protéger, là encore, les plus vulnérables. Et on sait que les personnes âgées sont particulièrement carencées. Nous n'avons pas eu de réponse. Voilà, juste un petit complément pour répondre aux deux dernières questions. En fait, qu'est-ce qu'on attend des exécutifs? Vous comprenez bien que c'est avant tout une main tendue, c'est avant tout une volonté de collaborer, de travailler ensemble. Et nous, ce qu'on demande en numéro 1, c'est de laisser les patients retourner chez le médecin. Au départ, nous sommes un collectif qui défendons la liberté de prescription, mais d'abord et avant tout la prescription. Chaque médecin doit être libre de prescrire ce qu'il veut et le patient doit aller voir son médecin. Actuellement, et c'est la dernière intervention récente du Premier ministre, c'est plutôt de demander aux patients de rester chez eux. Donc je pense que ça, il faut absolument revoir cette vision des choses. C'est ce que l'on veut, que les gens aillent se faire soigner par leur médecin les connaît, et à ce moment-là, ils auront le traitement préventif que leur médecin voudra bien leur prescrire. La vitamine D paraît être la priorité, le zinc, il y a d'autres choses. Tout à l'heure, madame parlait de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Vous comprenez bien que quand on voit le nombre d'études qu'il peut y avoir sur l'azithromycine, l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine et que personne ne les prend en considération, malheureusement, les quelques études sur l'aromathérapie, la phytothérapie et l'homéopathie passent à l'as, quoi. Mais là encore, que chaque patient, que chaque malade aille voir son médecin. Si ce patient choisit un médecin phytothérapeute ou aromathérapeute, eh bien, il aura certainement des huiles essentielles. Les huiles essentielles doivent faire peur au gouvernement aussi, puisque l'Agence du médicament vient de faire une publication sur les risques des mélaleucas, qui sont justement cités depuis le départ dans le traitement, puisque ce sont des antiviraux. Donc on a l'impression qu'on veut empêcher tous les médecins de prescrire, que les phytothérapeutes ne peuvent pas prescrire d'armoise, les aromathérapeutes ne peuvent pas prescrire de mélaleuca, les allopathes ne peuvent pas prescrire d'hydroxychloroquine, et c'est ça qui nous gêne, qu'on retrouve une liberté de prescription, que les malades aillent voir leur médecin, et que dans le conciliabule particulier qui existe entre un médecin et son malade, chaque patient puisse être traité comme il l'entend, comme il le veut, en fonction de son médecin. Voilà, tout simplement. Donc je pense que il y a vraiment que la volonté d'une main tendue pour travailler tous ensemble. Alors comme chat échaudé craint l'eau froide, est-ce qu'on a des moyens de pression, ou
Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à pouvoir... Oui, excusez-moi, c'est parce qu'il y avait un ordre de questions. Pardon. Donc, moyens de pression, on n'est pas dans des moyens de pression. Hein. On aimerait bien que tout se fasse en douceur et soit fluide. Donc, ce sont plutôt des appels à la raison et des appels à la réflexion et des appels à la documentation et des appels au débat. Voilà, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de débat. Et on le voit très bien, ne serait-ce qu'au niveau des médias, où au début de la crise, on a pu prendre un petit peu la parole, mais qu'aujourd'hui, notre parole gêne. Donc on voit bien par moments, il y a tout d'un coup soit plus d'invitations, ou alors on est invité, puis on nous dit « Ah ben non, le rédacteur en chef finalement annule votre participation ». Ça, c'est très courant en ce moment. Donc voilà, remettons-nous à débattre. Sur quel média vous avez eu ce genre de refus de dernière minute? Ah, ben des grands médias. Alors, question. Alors, moi j'avais une question par rapport à la stratégie vaccinale. Est-ce que vous pensez que ça pourrait donner lieu à un troisième confinement et du coup à une disparition de nouveau du lien aux médecins traitants comme on l'a vécu pendant le premier confinement? Est-ce que c'est un risque selon vous? Vous voulez dire Précisez votre question. Est-ce qu'on risque là un troisième confinement à des fins vaccinales? Voilà, globalement, pour pousser les gens à la vaccination. Ça, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. En revanche, nous, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on a également fait le tour avec tous les médecins présents, et on avait des médecins en visioconférence de différentes régions de la France, nous n'avons pas de cas de Covid inquiétants dans tous les cabinets médicaux qui ont été screenés, à part une région où c'était pas inquiétant, mais il y avait des cas récents. Donc aujourd'hui, juste ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de raison sanitaire à notre sens par rapport à ce que nous avons tous vu, parce que là, au mois de février, au mois de mars, on avait des malades, où on a eu quelques malades, beaucoup moins en septembre-octobre, mais dans nos cabinets aujourd'hui, on n'a rien qui justifie ni un confinement, ni une urgence sanitaire. Voilà. Je peux peut-être juste rajouter l'intérêt, en tout cas, du couvre-feu tel qu'il nous est présenté par les services déconcentrés de l'État. C'est vraiment le dernier recours avant le troisième reconfinement. Ce qui interroge néanmoins, c'est quand on regarde ce que certains pays qui ont beaucoup d'avance par rapport à la France sur la vaccination, donc on citait tout à l'heure entre nous Israël ou l'Angleterre, le nombre de personnes vaccinées est très important. Israël, c'est 20% de la population aujourd'hui, et c'est un pays qui reconfine. L'Angleterre de la même façon. Donc on peut en effet se questionner sur l'intérêt d'une vaccination à outrance aussi rapide qui, quand on regarde les expériences à l'international, ne prévient pas au sens de la prévention d'un reconfinement. Donc c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, nous continuons à douter, n'allons sans doute pas trop vite, laissons la liberté aux patients d'accéder à toutes les thérapies possibles, laissons cette possibilité aux médecins à la condition que les patients puissent aller voir leur médecin, parce que ce qui a été décidé en parallèle de cette stratégie vaccinale, c'est qu'aujourd'hui, si chacun chez soi a des symptômes, il ne doit pas appeler son médecin, il doit se signaler à l'assurance maladie pour être rentré dans un logiciel pour pouvoir être comptabilisé comme cas contact et éventuellement être accompagné, là encore, sur le plan administratif, mais pas du tout médical. Donc on referait en 2021 les erreurs de 2020. Je pense que l'exécutif, allez, on va être assez tolérant, avait le droit de se tromper au printemps 2020. Faut-il qu'aujourd'hui, on continue à éloigner les patients de leur médecin? Je pense que ce n'est pas du tout la bonne attitude. Juste une dernière phrase d'information. C'est concernant le rôle et le poids qu'ont joué les hospitaliers par rapport aux médecins généralistes.
le traitement ambulatoire précoce était du domaine des généralistes et des médecins de ville qui représentaient une digue face à cette pathologie et qui aurait dû être respectée. Or, les seules publications pour prouver que le traitement ambulatoire ne marchait pas étaient des travaux hospitaliers à un stade où il était trop tard pour juger de ce traitement. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut tenir compte de ça. Et le pouvoir exécutif, et je pense au président de la République, a eu une démarche en allant voir l'IHU à Marseille, mais il y a un contrepoids de tous les hospitaliers qui refusent systématiquement le traitement ambulatoire. Et nous avons reçu 3 coups de fil de Madame la Première Dame de France, qui s'est intéressée auprès de nos adhérentes pour savoir justement le traitement. Alors c'était un peu avant que le président de la République ait fait son infection. Et je pense qu'il y a une réflexion peut-être de bon sens chez certaines personnes qui ne sont pas trop du sérail. Par contre, les hospitaliers sont dogmatiques sur le traitement ambulatoire précoce parce que pour eux, la seule validation, c'est un milieu hospitalier. Et en milieu hospitalier, quand ils voient les malades, c'est trop tard. Pour que ce soit l'ivermectine, que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit l'azithromycine ou la chlorhydroxychloroquine. Ben, je m'excuse. Voilà, alors, on va prendre éventuellement une dernière question, mais avant de la prendre, je vois qu'il y a 3 questions encore. Je voudrais donc quand même rappeler, parce qu'en fait mes collègues qui sont derrière là, et que vous ne voyez pas, me demandent de rappeler également que les tests diagnostiques doivent être faits sur prescription médicale. Hein, c'est un outil de travail du corps médical. Et que ce ne doit pas être fait n'importe comment et voire en autoprescription, parce que bien entendu, donc ça c'est un appel aux citoyens, on l'a déjà passé plusieurs fois au sein de Laissons les médecins prescrire. Citoyens, n'allez pas vous autotester, etc. Je sais que la situation est compliquée parce que par exemple, vous prenez l'avion, on va vous demander d'être testé, vous faites ça sur votre voyage aller, sur votre voyage retour, etc. etc. Donc c'est compliqué, mais par pitié, voilà, ne faites pas de tests en dehors d'une prescription médicale. Alors, 3 questions, mais ultra rapides. Juste une, alors, et qui s'adresse en voilà, très bien. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vous avez annoncé à l'origine lancer un conseil scientifique indépendant. Il y a un conseil scientifique aujourd'hui. Ce conseil émet des avis. Est-ce que demain, vous envisagez d'émettre vous aussi des avis de type, par exemple par rapport à la fermeture des restaurants, des bars, des salles de spectacle, d'émettre des avis contraires? Voilà, c'est l'objectif. C'est essentiel. Le conseil scientifique indépendant va émettre des objectifs, et ces objectifs vont être soutenus par les travaux des cellules que je vous ai évoquées, et tout sera documenté avec des recherches scientifiques, etc. Voilà. Deuxième. J'ai entendu le professeur Escarguel parler du professeur McCullough aux États-Unis qui a publié récemment une étude où il parle des 4 piliers de la réponse à une épidémie. Est-ce qu'il ne serait pas bon de refaire un peu une forme d'éducation pour dire que ce n'est pas l'hôpital contre le traitement précoce, contre le vaccin, il faut peser à chaque fois l'analyse du bénéfice-risque. Et est-ce que ce n'est pas un peu le rôle de votre collectif de communiquer ça? Parce que cette étude, il y a 50 médecins, elle est assez intéressante, les 4 piliers sont très importants. Ça va être le niveau d'annonce du conseil scientifique indépendant. Voilà. Dernière question. Est-ce que le vaccin Pfizer-BioNTech peut être encore qualifié de vaccin ou est-ce qu'on peut définitivement dire que c'est une thérapie génique? Alors, là, c'est dommage que vous posiez cette question en dernier recours, parce qu'en fait, à titre personnel, c'est pas si complexe que ça, en fait, parce qu'à titre personnel, j'ai un background de chercheuse en immunologie. Et juste la synthèse que je vais pouvoir vous faire, c'est que je suis absolument effrayée de toutes les communications qui sont faites sur l'immunité, avec beaucoup de désinformation. J'ai du mal à savoir si c'est de l'incompétence, si c'est de la désinformation volontaire ou autre, sur les immunisations, sur plein de choses. Alors là, je pense qu'il faudrait à peu près que je vous consacre 2 heures sur le sujet, parce qu'on raconte beaucoup de n'importe quoi. Et je me suis aperçue dès le début de la crise, où j'étais, je crois, sur LCI en plateau, et qu'une personne de l'OMS, Madame Briand, communiquait sur déjà
le fait que les gens n'allaient pas pouvoir s'immuniser, qu'il allait falloir revacciner alors qu'on était au mois de mars. Donc, je lui ai fait remarquer qu'officiellement, le virus n'était identifié qu'au mois de janvier, séquencé qu'au mois de janvier. Et déjà, elle racontait des choses qui n'étaient pas cohérentes par rapport à l'état où devait en être la science. Et par rapport à ce que l'on sait en immunologie, à la fois des infections bactériennes, des infections virales, et pas de n'importe quelle infection virale, parce que chaque type de classe de virus a des particularités. Et on sait que les coronavirus, il y en a énormément, qu'il y a des mutations, et tout ça, là, on est en train de faire un doux mélange au niveau des vaccins, par exemple. Il faudrait qu'on ait tous les sérotypes, etc., pour vraiment faire de la cohérence sur les analyses. Donc là, il y a un chantier énorme. Énorme. Ok, donc plus vraiment un vaccin, finalement. Difficile de conclure. Difficile de poser un mot. Le principe qui est cohérent, c'est de dire on cherche une immunisation. Voilà. On cherche une immunisation et il peut y avoir différentes techniques pour obtenir des immunisations. Je pense que c'est ça l'objectif en fait. On veut que les gens aient des anticorps neutralisants et voilà, que ça réponde s'ils sont exposés à un virus et qu'ils ne tombent pas malades grâce à ça. Mais vraiment pour creuser le sujet. Alors, on va s'arrêter parce que vraiment nous, on a une grosse journée de travail et puis beaucoup de personnes ont des trains ou des avions à reprendre. Et nous, on va vous remercier beaucoup d'avoir été là. Et on va vous donner, bien sûr, rendez-vous dans... On n'a pas de date précise, mais ça va être quand même assez rapide parce que nous avons une notion de situation d'urgence pour que les choses bougent dans notre pays et que les traitements soient mis en œuvre, que les patients soient rassurés. Et voilà un petit peu ce que l'on peut vous dire. Donc vous avez remarqué que d'ailleurs tous les collectifs dans l'ensemble sont assez dynamiques. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à vous tous et merci à mes confrères et consoeurs. Merci aussi. Voilà, alors comme vous l'avez vu et entendu, désolé déjà à tous ceux qui nous ont suivis, vous étiez très nombreux, le son était très médiocre et nous en sommes désolés. Nous étions dans des conditions de direct assez difficiles et assez spontanées. L'événement s'est fait à la dernière minute, donc nous n'étions pas vraiment équipés pour l'occasion, mais nous allons faire le nécessaire. J'espère que vous avez pu entendre un maximum d'informations et comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, vous avez un collectif de médecins et d'élus qui étaient là, dont Martine Vonner, pour lancer cette coordination, cette première coordination de médecins libres et indépendants dans cette gestion du Covid. Voilà, vous avez pu pendant ces 2 dernières heures entrevoir un petit peu leur stratégie. Nous allons relayer un maximum d'informations. Nous vous invitons à voir et à revoir l'interview du docteur Mena qui était présent aujourd'hui sur le renfort du système immunitaire, les 4 mousquetaires comme il l'appelle, vitamine C, vitamine D, probiotiques et zinc. Nous vous invitons également à revoir toutes nos publications sur le vaccin Pfizer BioNTech qui est plutôt une thérapie génique avant d'être un vaccin. Et nous allons continuer de relayer les informations de Réinfo Covid et de laisser prescrire les médecins tout au long des prochains jours et prochaines semaines pour que vous puissiez rester informés. Merci pour tout. Nous allons continuer de relayer la parole de ce collectif dans les prochaines semaines et vous tenir informés bien évidemment à travers notre site internet nexus.fr et aussi en kiosque. N'oubliez pas, le magazine Nexus 112 pages, pouvez-vous le procurer en kiosque et aussi sur notre site. 0 pub, 100% info. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien et puis pour votre compréhension pour ce live difficile au niveau du son. Nous allons faire le nécessaire, on vous le promet. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.